congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours des matières premières. La tonne du cuivre a connu une légère hausse. Elle coûte 8 931,10 dollars américains contre 8 864,15 dollars américains la semaine passée. Le coût de la tonne du cobalt n'a pas bougé, Eric. Elle est encore vendue cette semaine à partir de 38 480 dollars américains. L'once d'or est vendue à partir de 1836,36 dollars américains contre 1877,28 dollars américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à 78,69 dollars américains contre 78,34 dollars américains la semaine passée. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 2659 dollars américains contre 2581 dollars américains la semaine dernière. Merci Bero Matanda. On vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. C'est une province riche, avec un potentiel important. Une province, malheureusement, en proie à la guerre. Alors, quelles sont les incidences de cette violence, de cette guerre à l'Est sur l'économie congolaise? J'ai bien parlé de la province du Nord Kivu. On en parle avec un notable de la province. Il a dirigé pendant 12 ans cette province. Monsieur Julien Paluku, bonjour. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Pourquoi la province du Nord Kivu, potentiellement riche, peine à décoller et à faire décoller la République démocratique du Congo, surtout sur le plan économique? Oui, c'est une grande question et une grande problématique qui nécessite vraiment beaucoup de temps pour l'expliquer, mais je vais tout simplement dire que je ne peux pas expliquer les retards de développement d'une province si je ne l'inscris pas dans la dynamique globale du retard de développement du pays, la RDC. Vous savez, il y a deux éléments principaux qui peuvent retarder le développement d'un État. Un, c'est la gouvernance. Deux, ce sont les guerres. Et pour le cas du Nord Kivu et de la RDC, c'est un pays en guerre depuis en fait 1994. Ça fait pratiquement 29 ans que le pays est en guerre depuis la traversée de plus de 2 millions de réfugiés rwandais sur le sol congolais. Et toutes les études ont démontré que des 34 pays les plus pauvres du monde, 20 pays ont été les théâtres de conflits. C'est notamment les pays comme le Burundi, les pays comme la Somalie, les pays comme la Centrafrique. Quand vous voyez l'histoire, c'est des pays qui sont en conflit perpétuel. Et la RDC, effectivement, est sur la liste des pays les plus pauvres parce que c'est un pays en guerre, comme je viens de le dire. Alors, le Nord Kivu comme la RDC, pays en guerre, l'opinion devra savoir. Et là, je m'adresse à toute l'opinion d'abord congolaise. Parce que quand on arrive à Kinshasa, quand on arrive au Congo central, quand on arrive dans l'espace Kasaï, quand on arrive à l'Équateur, lorsque les gens parlent de la situation de l'Est, ils se disent, bon, c'est des histoires entre eux là-bas, qu'ils s'attendent, pourquoi ça ne finit toujours pas? C'est comme si vous avez créé cette guerre, de l'Est. Comme si les gens de l'Est ont voulu créer la guerre. Alors, je voudrais vraiment expliciter un peu la guerre de l'Est pour que l'opinion congolaise d'abord comprenne que ce n'est pas un arrangement des gens de l'Est. En fait, la guerre de l'Est vise 3 types de destruction. La destruction du capital physique, la destruction du capital humain et la destruction du capital social. Alors, le capital physique, c'est quoi? Lorsque les réfugiés rwandais ont traversé les frontières pour arriver au Congo, tout l'environnement a été détruit. Le parc de Virunga, qui était le joyau, qui faisait la fierté de la RDC, qui était l'attraction du tourisme mondial, a été détruit. Lorsque vous voyez aujourd'hui tous les véhicules qui sont incendiés, que ce soit à Beni, à Butembo, à Rutshuru, c'est plus de 10 000 véhicules de transport pour qu'on puisse anéantir l'activité économique de cette partie. Vous vous rappellerez que si les commerçants de la RDC connaissent la Chine, connaissent Guangzhou, connaissent Dubaï, c'est par l'effet des enfants du Nord Kivu. C'est eux qui ont été les premiers à ouvrir en fait cet espace. Alors la guerre a pour objectif de venir détruire tout cet environnement physique qu'il y a, qui est favorable effectivement à l'émergence d'une économie. Deuxième élément, c'est la destruction du capital humain, comme je l'ai dit. Vous voyez, depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2023, ça fait 25 ans que l'Est est en guerre. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est qu'il y a une cohorte de jeunes qui ne vont pas à l'école. Et donc, la stratégie de ceux qui font la guerre, c'est de faire en sorte
on crée une génération d'êtres humains incapables de participer à la prospérité économique de leur pays. Ça veut dire il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, Ils vont entrer dans les groupes armés. qui sont dans des camps de déplacés, qui sont dans les groupes armés. Troisième stratégie, destruction du capital social. Lorsqu'il y a des guerres, il y a des fractures sociales. C'est-à-dire les ethnies commencent à se rentrer dedans les unes contre les autres. Et donc, cette destruction-là du capital social a pour objectif d'opposer les communautés de manière à ce que les gens se recroquevillent seulement dans leur communauté au lieu de penser développement. Et ça place la RDC dans une incapacité de réfléchir sur son avenir, sur son économie, sur son émergence, malgré les richesses dont elle dispose. Et bien entendu, à côté de ça, j'ai parlé de la gouvernance qui doit être au cœur du développement d'un État. Et qui sont les commanditaires de cette destruction? Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, il n'a pas mâché les mots lorsqu'il a dit qu'au début de sa mandature, il a offert ses bons offices à tous les voisins de la région des Grands Lacs. Mais il s'est avéré que lui, il était seulement de bonne foi, mais il a constaté que d'autres n'étaient pas de bonne foi. Et il a cité nommément le président rwandais, qui est Paul Kagame, qui est le mal. En fait, quand vous analysez les trois types de destruction que je viens de vous citer, c'est une intelligence au service du mal. Parce qu'en fait, lorsque vous analysez la structure économique d'un pays comme le Rwanda, c'est que en 1995, avant la guerre, le Rwanda exportait 54 tonnes de minerais. Vous savez, à l'Est, il y a ce qu'on appelle les minerais de 3T, c'est-à-dire le coltan, le wolframite et le cassitérite. Mais aujourd'hui, après la guerre, le Rwanda s'est révélé être parmi les premiers producteurs du coltan. En 2022, les statistiques de la Banque mondiale renseignent que le Rwanda a exporté près de 1600 tonnes de coltan alors qu'il n'a pas de gisement. L'enjeu de la guerre, c'est quoi? C'est que l'économie rwandaise est pourvue par 40% des recettes d'exportation qui proviennent du secteur minier. Donc, le secteur minier finance 40% des recettes d'exportation du Rwanda. Et ces 40% de cette exportation ne viennent pas des gisements qui sont au Rwanda. Ça vient de la contrebande minière. Alors, l'environnement que le Rwanda crée à l'est de la RDC, c'est pour permettre qu'il n'y ait ni paix, parce que s'il y a paix, il n'y aura plus de contrebande et donc l'économie va s'écrouler. Et toute la prospérité que le Rwanda démontre à la face du monde, c'est un pays de bonne gouvernance, c'est un pays ceci. Non, c'est une économie très fragile parce qu'il suffit que la RDC s'organise, et c'est le cas, on est en train de l'observer, que l'économie rwandaise chute. Alors, parce qu'il y a cette menace qui pèse, il faut créer la guerre à la RDC pour que les conditions de la contrebande lui soient favorables. Et c'est depuis 1996 que cela est fait. Lorsque vous voyez les usines, par exemple, des fonderies d'or et de coltan qui sont installées au Rwanda, elles commencent à fermer parce que tout simplement, la contrebande n'était plus à la une à l'est de la RDC. Et donc, lorsque ces usines ne tournent plus, c'est quoi? Non, tous les crédits que le Rwanda a pris au niveau des banques internationales posent problème. Il faut les rembourser. Alors, si on n'est pas capable de les rembourser, il faut créer la guerre pour que l'environnement favorise encore les transferts. Et je l'avais dit, lorsque vous voyez les troupes rwandaises aller à Kishishe, c'est pour aller contrôler effectivement la mine de Semukivu qui détient le pyrochlore, qui est le minerai d'inobium qui entre dans la fabrication du fusée. Et de là, ils veulent aller contrôler les Massissi avec la mine société minière de Sunzu, qui est la plus grande mine du coltan au monde. 60 à 80% des réserves mondiales du coltan se trouvent dans les Massissi. Et donc, l'enjeu, c'est celui-là. C'est pourquoi, effectivement, vous dites qui est le commanditaire. Et on peut simplement poser la question, à qui profite le crime? Est-ce que c'est la RDC qui doit organiser sa propre guerre pour qu'elle ne profite pas de ces minéraux? Ou alors, il y a quelqu'un qui l'organise parce qu'effectivement, il y a des faiblesses internes sur lesquelles il s'appuie. Et c'est sur ces faiblesses-là que le président de la République tente de relever en construisant un système de défense. Vous avez suivi, effectivement, sa visite à Kitona, où maintenant, on a lancé un recrutement pour que finalement nous puissions avoir une armée qui protège et nos frontières et nos richesses, stabiliser Est et lui permettre de participer au financement de l'économie congolaise. M. Julien Paluku, mais comment la RDC n'a pas créé une GECAMINE dans cette partie du pays? Cette GECAMINE aurait pu mettre fin à l'instabilité dans les régions. On a parlé des jeunes qui intègrent les groupes armés. Bon, effectivement, il y a deux poumons économiques en RDC. C'est l'espace Katanga et le Kivu. Et lorsque vous examinez l'histoire immédiate du Kivu, il y avait les types de GECAMINE aussi dans le Kivu. C'est notamment la société minière du Kivu, la Sakima, et aujourd'hui Alpha Mine BC Mining. C'est une mine qui exploite les 3T dans les territoires de Walikale. En fait, le Nord Kivu, c'est
le potentiel à la fois minier et agropastoral de la République démocratique du Congo. Et l'État s'est organisé effectivement pour qu'il y ait une sorte de gécamine à travers les unités industrielles que je viens de vous citer. Quand vous arrivez dans les territoires de Rutshuru, la Somikivu, qui exploitait la mine de pyrochlore ou alors les nobium, était presque le fleuron de cet espace de Rutshuru. Ces sociétés minières n'ont pas créé la richesse. Rutshuru, mais dans le processus de création des richesses sont venues les guerres. C'est pourquoi je vous dis, c'est une stratégie intelligente où on met l'intelligence au service du mal. Au lieu que la Somikivu, la Sakima, Alphamine et toutes les unités industrielles puissent prospérer comme c'est le cas dans l'espace Katanga, eh bien, les pays voisins qui ont trouvé que l'émergence de la RDC va peut-être faire mal, ils ont choisi la voie de la guerre en utilisant des motifs fallacieux comme FDLR, comme ceci, alors que moi qui étais gouverneur pendant 12 ans, je sais que la MONUSCO et le HCR étant témoins, nous avons rapatrié la plupart de tous les combattants rwandais et des réfugiés rwandais dans leur pays. Et donc, il y a une stratégie en fait d'affaiblissement et d'anéantissement de l'Est de la RDC. Et je pense le leadership congolais ne s'est pas aperçu de ça depuis longtemps. Mais maintenant qu'on se rend compte qu'il y avait toute une stratégie montée dans les officines internationales pour anéantir et affaiblir la RDC à partir de sa partie Est, cette prise de conscience-là, au niveau des dirigeants et au niveau de la population, va nous aider à sortir de cela. Tout ce qui arrive, ce n'est pas parce que on a laissé de côté la CEPGL à l'époque, la Communauté économique des pays des Grands Lacs servait un peu d'instrument pour partager cette prospérité entre ces pays des Grands Lacs, le Rwanda et le Burundi. Est-ce que le fait de mettre en sourdine la CEPGL n'est pas également à l'origine de tout ce que nous vivons aujourd'hui? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Ça a été une stratégie internationale. Vous savez, la CEPGL, qui était la Communauté économique des pays des Grands Lacs, a fonctionné à un moment donné. Les derniers sommets de la CEPGL datent de 1996. Et en lieu et place de la CEPGL, on a créé la CIRGL, qui est la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, pour diluer la dynamique qui réunissait la RDC, les Rwanda et le Burundi. Et aujourd'hui, c'est l'EAC, l'East African Community. Et on est dans l'EAC effectivement pour à la fois oublier la CPGL, oublier la CIRGL et être dans un nouvel environnement sous-régional et économique. Donc je crois que votre question a son pesant en dehors. Lorsque la CPGL existait, les relations entre les Rwanda, le Burundi et la RDC étaient au beau fixe. Et à chaque fois qu'il y avait des questions, on devait les discuter dans ce cadre-là et on a évité effectivement la catastrophe pour les trois pays qui constituaient la CPGL. Mais alors la question, faut-il revenir à la CPGL ou pas? Non, moi je pense que nous devons évoluer. Ce qui est important pour les dirigeants de la République démocratique du Congo et pour la population, c'est de comprendre qu'il y a une stratégie géopolitique au niveau international pour l'appauvrissement de la RDC, parce que depuis même les années de l'État indépendant du Congo et du Congo belge, la RDC a toujours était considéré comme les lieux où chacun devrait venir s'approvisionner. Mais pourquoi le gouvernement qui est au courant, vous êtes responsable, autorité, vous avez fait 12 ans à la tête de la province, vous connaissez toutes ces réalités, mais qu'est-ce qui a manqué pour arrêter des stratégies en ce moment-là pour éviter cette descente aux enfers que nous observons aujourd'hui? Oui, mais je pense qu'à l'époque, si vous avez la Constitution, les compétences sont d'attribution. J'étais gouverneur de province, les gouverneurs ont les attributions. Ils peuvent conseiller le gouvernement central. Aujourd'hui, je suis maintenant au gouvernement central. C'est la raison pour laquelle la voix que je porte, je sais où je dois la faire parvenir. Et lorsque vous m'invitez dans une émission comme celle-ci, je peux en parler avec aisance parce que je suis membre du gouvernement central et donc je dois commencer à parler des questions pour que et la population et les dirigeants sachent ce qui se passe à l'Est, parce que je suis quand même parmi les voix autorisées à pouvoir m'exprimer sur la situation de l'Est, sur la dynamique des conflits dans la région des Grands Lacs. D'ailleurs, je vous informe que je prépare tous mes mémoires post-universitaires sur cette question. Par rapport à l'Est, vous avez parlé de l'exportation des minerais par le Rwanda qui proviennent de la RDC. Ces minerais sont vendus aux multinationales et ce sont ces multinationales qui traitent directement avec le Rwanda, pas avec la RDC. Qu'est-ce qui fait que les multinationales ne viennent pas directement faire un business avec le Congo? Ça a été une stratégie intelligente au service du mal. Créer un environnement de guerre à l'est de la RDC pour justifier que la RDC n'est pas un milieu attractif en matière d'investissement, et c'est la raison qui justifie que les investissements qui devaient avoir lieu en RDC sont placés
dans tous les pays voisins. Lorsque vous voyez l'Ouganda, le Rwanda, et lorsque même vous suivez les sorties médiatiques des chefs d'État de la région, tout le monde dit non, la RDC c'est notre marché. Maintenant, aujourd'hui, il faut que l'on comprenne qu'on ne doit pas continuellement être le marché des autres. Il faut que nous puissions inverser la tendance en considérant aussi que d'autres pays, d'autres nations, d'autres populations doivent être les marchés de la République démocratique. Qu'est-ce qu'on attend pour inverser justement la tendance? Et effectivement, c'est ça la stratégie du gouvernement actuel, d'inverser la tendance, mais pour y arriver, la première chose, c'est de stabiliser d'abord la région, c'est de stabiliser l'Est de la RDC, c'est de mettre fin à la guerre. Et lorsque vous avez vu le président de la République en train de tendre la main à Kigali, faire des va-et-vient depuis 2019, c'était de la stratégie de dire nous devons ouvrir une coopération gagnant-gagnant pour que finalement, et la RDC, et le Rwanda, et le Burundi, et l'Ouganda, tous nous puissions prospérer et évoluer sur le même diapason. Mais les autres ont trouvé à ça une stratégie intelligente de la gouvernance de la RDC. Ah bon? Donc si nous commençons à aller sur ce schéma ici, des stratégies gagnant-gagnant, eh bien la RDC va découvrir que nos économies sont fondées sur la contrebande minière. Et c'est comme ça effectivement que les États se sont retirés de ce schéma que le président de la République voulait tracer pour revenir à la situation de guerre et permettre à ce que finalement la contrebande continue. Mais, comme je le disais, chaque chose a une fin. Ce qui est en train de se passer à l'est de la RDC aura une fin. Et le message que j'ai lancé à la communauté internationale, c'était de dire, on achète les minéraux au Rwanda, mais on dit que ceux de la RDC constituent les minéraux d'Issan. Alors que les minéraux qui arrivent au Rwanda les sont par la contrebande minière après avoir tué les Congolais. Alors, la question que j'ai voulu mettre à la place publique au niveau national, au niveau international, c'est de dire à toutes les entreprises internationales, américaines, européennes, asiatiques, de ne plus acheter effectivement les minéraux du Rwanda parce que ces minéraux sont la résultante du sang versé au Congo pour profiter de la contrebande minière. Les massacres de Kishishe, les massacres de Kiwanja, les massacres de Tamugenga, les massacres de Ruchuru, les massacres de Bambu, les massacres de Kaumiro, ces massacres-là visent à affaiblir toutes ces populations, à les détruire moralement et à extraire toutes ces richesses et aller se présenter à la face du monde comme étant producteur du coltan, cassiterite, wolframite, et les multinationales viennent s'accrocher sur ces minéraux-là qui sont en fait les produits du sang versé au Congo. Mais pourquoi la RDC n'arrive pas à attirer ces multinationales ici? Si la RDC arrive à attirer les multinationales, elles ne vont plus traiter avec le Rwanda, elles vont traiter directement avec les autorités congolaises. Les investissements n'aiment pas les bruits de la guerre. À part toutes ces guerres que je viens de vous citer ici, vous avez suivi qu'il y a quelques temps, c'était en 2014, on avait tiré sur M. Demerode, qui est le directeur du parc national de Virunga. Quelques temps après, en 2018, on avait enlevé des Britanniques dans la région entre Goma et Rutshuru, qui ont été retrouvés vivants. Et très récemment ici, on a tué l'ambassadeur de l'Italie en RDC. Alors, l'opinion nationale et internationale doit se poser la question. À qui profite le crime? Qui doit être l'auteur de tout ça? Et c'est un message que je lance au niveau des officines internationales qui sont chargées des enquêtes. Il faut qu'on mène des enquêtes sérieuses sur tous ces attentats qui ont lieu entre Goma et Rutshuru, à la frontière avec le Rwanda. À qui profitent tous ces crimes-là? Parce que lorsque vous analysez le tourisme du Rwanda, je vais peut-être vous donner quelques chiffres. Le tourisme du Rwanda, à l'an 2000, ne produisait peut-être que autour de 20 millions de dollars. Aujourd'hui, le tourisme au Rwanda, en 2022, les statistiques que j'ai consultées, ça produit 600 millions de dollars pour plus de 2 millions de touristes qui visitent le Rwanda. Donc 30 fois plus. Vous comprenez? Oui. De 2000, pendant tous ces moments de guerre où ils sèment la guerre en RDC, ils créent le CNDP, ils créent le M23 jusqu'à aujourd'hui pour créer un environnement qui ne favorise aucune activité touristique. Parce qu'en fait, lorsque vous voyez la partie de Rutshuru, c'est le réservoir mondial des gorilles de montagne. Mais à la suite de la guerre, ces gorilles de montagne migrent vers le Rwanda et c'est là que le tourisme se développe. Et en 2022, il a engagé 600 millions de dollars. Alors, lorsqu'on tue l'ambassadeur italien, lorsqu'on kidnappe les Britanniques, lorsqu'on tire sur le directeur provincial de M. Demerode de l'ICCN, à qui profitent les crimes? Donc, les enquêtes doivent être menées pour qu'effectivement on tire les choses au clair et ainsi pacifier cette partie est de la RDC et revenir aux fondamentaux. Parce que si la RDC reprend la situation telle qu'elle doit l'être avec la paix qui revient
eh bien, le tourisme va reprendre au Nord Kivu. Et malheureusement, lorsque vous examinez le tourisme, en 2022, le tourisme nous a rapporté 6 millions de dollars. Quand j'ai dit la RDC peut stopper tous les projets de construction des routes, d'écoles, des centrales et se concentrer d'abord sur la construction de son système de défense. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda a 33 000 hommes, c'est ça l'armée rwandaise. Et vous voyez ce qu'on est en train de faire à la RDC pour 33 000 hommes seulement. Avec un territoire qui a une superficie du territoire de Walikale au nord Kivu, de Shabunda au sud Kivu. Et donc, la solution passe par la construction de notre système de défense, les recrutements au sein des FARDC, l'amélioration des conditions au sein des FARDC. Le comble ou le contraste dans notre pays, c'est que si on veut organiser un concert au stade des Martyrs, on a tout de suite 80 000 personnes. Mais si on veut lancer un recrutement pour devoir défendre la République et dans les 5-10 ans, construire un État fort au centre de l'Afrique, on n'a pas 10, on n'a pas 20 000 personnes. Mais il y a un problème de gouvernance aussi. Pour attirer, par exemple, les jeunes dans l'armée, il y a les conditions qu'il faudrait améliorer. Mais ça devient l'histoire de l'œuf et de la poule. On commence par quoi? On commence par améliorer les conditions ou on commence par entrer dans l'armée? Donc je crois que ce qui est important pour les jeunes gens, c'est de se dire les pays, avec ce que je vais de vous décrire là comme environnement, comme défi, comme menace, chaque jeune de 18 à 25 ans devrait se dire, eh bien, je me fais recruter dans l'armée, je me fais recruter dans la police, quelles que soient les conditions. Parce que les conditions là ne sont pas améliorées à cause de la précarité dans laquelle nous sommes. Mais si ces jeunes entrent dans l'armée et dans la police, c'est eux qui vont permettre à ce qu'ils sécurisent les pays et que finalement la population profite de ces richesses. Monsieur Julien Paluku, au Nord Kivu, on a des millionnaires qui prospèrent dans ce contexte de guerre quand même. Oui, la prospérité qui est observée au Nord Kivu n'est pas le fait d'aujourd'hui. Lorsque vous prenez Goma, lorsque vous prenez Butembo, c'est des gens qui ont découvert l'Asie avant les années 90. Les premiers millionnaires sont à Butembo, sont à Beni, sont à Goma. Et quand vous analysez très bien les mobiles de cette guerre, c'est pour détruire toute cette intelligence-là qui s'est installée. Si vous demandez aux gens de l'espace Kasai, de l'espace Équateur, de Kisangani, tout le monde venait s'approvisionner en produits à Butembo aux années 90. Butembo, c'était en fait la capitale commerciale de la République démocratique du Congo. Goma étant le chef-lieu aussi. Et donc, la construction de la richesse n'est pas le fait de la guerre aujourd'hui. La richesse au Nord Kivu date des années 70, lorsque les opérateurs économiques ont découvert la voie de la Chine, la voie de Dubaï, bref, la voie de l'Asie. L'Asie, en fait, qui est un modèle de développement économique. Et les populations de l'Est ont découvert cela. Alors, même dans un environnement de guerre, comme il y a une dynamique de travail, eh bien, les gens ne se lassent pas à imaginer des scénarios qui les permettent de survivre dans la précarité. Et c'est ce qui fait effectivement que, même pendant la guerre, il y a une prospérité parce que si vous allez au Nord Kivu, déjà à 5 heures du matin, tout le monde est debout pour aller au travail, pour chercher ce qui doit contribuer à l'émergence de sa province. Tout le monde. En fait, le fondement de la richesse du Nord Kivu, c'était l'agriculture. Et tout est parti de là. Les commerçants venaient du Nord Kivu pour aller à Kisangani, aller vendre les pommes de terre, les choux, etc. Et ces pommes de terre entraient sur les bateaux à Kisangani pour arriver ici à Kinshasa. L'activité économique est partie de là. La guerre a plus affaibli les opérateurs économiques du Nord Kivu. Et d'ailleurs, pour cela, beaucoup d'entre ces opérateurs ont toujours voulu que le gouvernement pense à une stratégie d'assistance, notamment par des allègements fiscaux pour permettre la reprise économique de cette partie. Parce que si l'Est reprend économiquement, eh bien, ça peut être le tremplin du développement de l'ensemble de la République démocratique. Donc tout ça, un problème aussi de gouvernance qui a fait que l'Est reste le ventre mou du Congo. Nous avons encore du chemin à faire sur l'amélioration de la gouvernance de la République. Et la gouvernance, c'est un concept qui est global, qui est total, qui a un contenu plus vaste. Et donc il y a la gouvernance militaire, il y a la gouvernance minière, il y a la gouvernance administrative. Tous ces types de gouvernance doivent faire l'objet d'une grande réflexion au niveau du gouvernement, mais également au niveau de toutes les institutions. C'est par exemple, pour moi, la gouvernance administrative doit nous amener aujourd'hui à revenir sur les principes fondamentaux de la décentralisation. Parce qu'en fait, on ne peut pas développer ce pays sans qu'on revienne effectivement à ce que la Constitution a déjà prévu, notamment les modèles de gestion de la République par la décentralisation. Et donc,
Si ce modèle-là est encore une fois mis en exergue pour permettre aux entités territoriales de devoir s'auto-gérer, de devoir s'auto-administrer, c'est l'une des voies royales qui permettrait à ce qu'on améliore la gouvernance. Mais lorsqu'il y a une forte centralisation du pouvoir, eh bien, un pays qui a la dimension du continent ne peut pas se développer. Donc la question que vous posez, elle est fondamentale. Et moi, j'ai toujours, comme praticien de décentralisation, pendant 21 ans, parce que j'ai été d'abord administrateur des territoires, puis maire des villes, ensuite gouverneur, ça fait 21 ans dans la territoriale que j'ai pu faire, j'ai compris que le développement de la RDC passe par la mise en œuvre de la décentralisation. Et si on le fait avec, bien évidemment, c'est par quoi j'ai commencé, notamment à la question de défense et de sécurité, eh bien, les pays ici, en 5 ans, en 10 ans, il peut lancer les défis. Il faut absolument sécuriser cette partie du pays, mais depuis longtemps, il n'y a pas de base militaire dans l'est du pays, comme la base de Kitona, la base de Kamina. Il n'y a pas une base pour toute cette région du Kivu. Le camp Rumangabo, oui, il est là, mais ce n'est pas une base comme la base de Kamina ou la base de Kitona. Oui, je pense que les autorités avaient déjà pensé à ça. À part le centre d'instruction de Rumangabo, le gouvernement avait déjà créé la base militaire de Walikale. Mais cette base n'a pas encore connu le début de construction. Je crois, comme vous l'avez dit, l'acte a déjà été pris, l'acte administratif de création de la base militaire de Walikale. Je crois qu'on doit maintenant passer à l'étape de la construction de cette base pour qu'il y ait une grande base comme Kamina, comme Kitona à Walikale pour gérer tout cet espace. Ainsi, lorsqu'on aura par exemple 20, 30, 40 000 hommes dans la base militaire de Walikale, ça va changer les rapports de force dans la région des Grands Lacs. Il ne reste que la mise en œuvre. Et vous savez que notre pays souffre, comme beaucoup d'autres pays, dans la mise en œuvre. Beaucoup de projets échouent parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas d'outils mis en place pour devoir mettre en œuvre les grandes décisions qui sont prises. Et donc la balle est dans notre camp, comme gouvernant, de devoir opérationnaliser la base militaire de Walikale qui est déjà créée par un acte administratif de manière à doter la partie est d'un instrument de défense, de dissuasion qui permettrait qu'aucun État, dans les 10-15 prochaines années, ne vienne encore faire de l'aventure dans notre pays. La RDC a lancé des appels d'offres pour le pétrole, gaz méthane. C'est dans la province du Nord Kivu. L'exploitation du gaz méthane va donner du travail, va réduire certainement la pauvreté dans certains milieux. C'est peut-être là aussi le modèle à implémenter partout au Nord Kivu pour que cesse la guerre, puisque aujourd'hui, par exemple dans le Haut-Uélé, il y avait la LRA, il y avait d'autres groupes armés, mais avec Kibali, on sent que dans le périmètre de Kibali Gold Mine, on sent une réduction de l'insécurité. Il est important que les multinationales, les grandes sociétés puissent s'installer dans cette grande partie du Nord Kivu, non seulement pour les mines, mais pour l'agriculture, afin de mettre fin à l'instabilité là-bas. Oui, tout à fait. Nous saluons cette perspicacité du gouvernement à avoir lancé les appels d'offres pour les 27 blocs pétroliers et les 3 blocs gaziers, dont celui du Nord Kivu, dans particulièrement le lac Kivu avec l'exploitation du gaz méthane. Et ça va à la fois nous aider à vendre les gaz, mais aussi à produire l'électricité. L'électricité qui est un facteur de l'industrialisation. Comme ministre de l'Industrie, je suis très heureux que ces projets commencent parce que ça va permettre effectivement au Nord Kivu de s'inscrire dans la dynamique du plan directeur d'industrialisation. Et donc ce sont ces genres de projets effectivement dont la République démocratique du Congo a besoin. À côté de l'exploitation du gaz méthane, comme je l'ai dit, on doit ressusciter la Somikivu pour l'exploitation du pyrochlore et du nobium. On doit ressusciter la Sakima pour l'exploitation de l'étain. On doit accompagner Alpha Bixi et Mining pour le traitement du cassitérite. On doit ressusciter toutes ces sociétés qui ont existé avant. Vous savez qu'en Afrique, ici au Congo, il y a 2 sites dans lesquels on retrouve le pyrochlore et le nobium qui entrent la fabrication des fusées. C'est notamment à Louéché, le territoire de Rutshuru, près de Kishiche, et à Bingo, dans le territoire de Beni. Et donc, toutes ces guerres-là que vous voyez, c'est pour empêcher effectivement que la RDC ne puisse exploiter toutes ces ressources. Et donc, l'émission ici me permet d'interpeller et les gouvernants et la population pour que nous prenions conscience qu'il y a des menaces qui pèsent sur la RDC et qui ne viennent pas seulement du Rwanda, mais qui viennent aussi d'autres structures supra-rwandaises, mais dont les maillots utilisés
et effectivement ces pays voisins. Parce que quand on fait une guerre contre la RDC, la guerre coûte cher. Un pays comme le Rwanda qui a un budget faible, où est-ce qu'il peut avoir 20 millions, 30 millions pour financer une guerre? Alors ce sont toutes ces entreprises-là qui ont trouvé au Rwanda un lieu où ils doivent abriter leurs capitaux, qui finalement sont en train d'aider à financer cette guerre pour créer un environnement de non-paix qui favoriserait la contrebande. Et donc, si la population congolaise prend conscience de ça, si nous tous autorités, nous prenons conscience de ça, eh bien, nous allons mettre en place des mécanismes de sécurisation de la République et à l'horizon 2030-2035, je crois qu'on peut mettre fin à toutes ces aventures. FDLR, haine tribale, ce sont des ingrédients utilisés par Kagame pour survivre au niveau international. Moi, je sais que tous ces gens ont été rapatriés chez eux. Je sais par ailleurs que le Rwanda a fait le recyclage des phénomènes FDLR. Il crée des FDLR qu'il injecte en RDC. Vous savez qu'il y a deux types de FDLR. Il y a le FDLR FOCA et le FDLR RUD. Parmi ces FDLR, il y a des unités spéciales qui sont envoyées en RDC par le gouvernement rwandais pour venir semer l'insécurité. Donc, prendre conscience de la menace qui pèse sur notre pays est un élément important qui va fonder la définition des politiques publiques. Politique de défense, politique économique, politique sociale. Nous devons plus nous solidariser pour construire un écosystème qui va permettre à la RDC de faire face à toutes les menaces. Vous avez demandé à la communauté internationale de rejeter l'achat des minerais du sang qui est vendu par le Rwanda. C'est quoi, vous souhaitez quoi, une autre sorte de certificat de Kimberley? Oui, moi je voudrais d'abord qu'on puisse retracer les origines des minerais. Quand les minerais sont vendus par la RDC, quand les minerais sont vendus par le Rwanda, il faut qu'on sache ils viennent de quel puits. Où est le puits du diamant pour que le Rwanda produise des carats de diamant? Où est le puits de pyrochlore pour que le Rwanda produise des pyrochlore? Où est le puits de coltan pour que le Rwanda se recrute être parmi les premiers producteurs de coltan au monde? Donc, la traçabilité ne doit pas s'appliquer à la République démocratique du Congo. Parce que quand j'étais gouverneur, j'ai reçu beaucoup d'organisations internationales qui sont venues lancer la traçabilité au Congo. À partir de Walikale, on doit étiqueter les minéraux jusqu'à leur destination. Moi, je me disais, mais vous venez étiqueter les minéraux et blanchir ces minéraux du Rwanda alors que ce qui arrive au Rwanda l'est par la contrebande des minéraux qui viennent de la RDC. Donc, on doit étiqueter les minéraux et de la RDC et du Rwanda. Et si on revient à ce processus, il n'y aura plus d'exportation minière au Rwanda. Et comme l'exportation minière au Rwanda finance à 40% le budget du Rwanda, donc le budget du Rwanda va connaître un déficit de 40%. Et c'est la peur de perdre 40% de ces recettes du budget qui est à l'origine de l'instrumentalisation de l'insécurité dans la partie Est. Vous avez trouvé que les Émirats arabes unis maintenant se sont résolus de prendre l'exportation de l'or en charge pour que désormais l'or artisanal soit exporté et soit au bénéfice de la RDC. Vous savez que nous avons pendant des années eu peut-être des exportations de 2 tonnes ou d'1 tonne d'or, alors que le Rwanda et l'Ouganda sont à des dizaines de tonnes d'or qu'ils exportent sans avoir un seul gisement. Tout cela doit cesser par le sérieux qui doit revenir à l'est de la République démocratique du Congo à travers, comme je vous ai dit, une bonne gouvernance tel que cela est le leitmotiv de notre gouvernement. Le Nord Kivu, si cette guerre se termine, peut reprendre sa place de province riche et contribuer efficacement au budget de l'État. Du temps où j'étais gouverneur, le Nord Kivu était la 3e province fiscale, si pas la 4e du pays, à part l'espace Katanga, à part Kinshasa et le Congo central, la province qui contribuait aux recettes de l'État en 4e position, c'était le Nord Kivu. Et donc, si tout ce que j'ai dit, cet environnement là-bas s'améliore avec l'exploitation de cette mine, 80% des réserves mondiales du coltan qui sont au Nord Kivu, avec le potentiel agro-pastoral qu'il y a dans le Nord Kivu, avec le tourisme que je viens de vous citer qu'il y a dans le Nord Kivu, eh bien, le Nord Kivu peut inverser la tendance et être premier pourvoyeur des recettes de l'État à l'horizon 2030-2040. Je rappelle que notre invité, c'est M. Julien Paluku, notable de la province du Nord Kivu, ancien gouverneur pendant 12 ans. Il est aussi ministre de l'Industrie. M. Julien Paluku, avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Biro Matanda.
Sur le marché, certains produits de base ont baissé de prix. D'autres, par contre, se font rares. C'est le cas d'un carton de viande de bœuf. Il revient à $120 américains. Il était à $150 américains. Un tenancier d'une chambre froide située au grand marché de Kinshasa nous en dit plus. En réalité, les prix des vivres frais ont baissé. Mais on note quand même la rareté des gésiers sur le marché. Les poissons chinchards coûtent 6 500 francs le kilo de vin plus et le carton est à $75. Le carton de poulet appelé poulet nu est à $27. Un carton de viande de bœuf appelé à l'âne est à $120. Il était à $150 américains. Le kilo est toujours à 15 000 francs. Le kilo de tilapia est à 5 000 voire 6 000 francs congolais et le carton varie entre 20 et $30. Le carton de 30 kg de poisson mungusu varie entre 55 et $70 américains. Les vivres frais en provenance de Mwanda sont devenus rares et chers. On achetait un kilo de poisson capitaine à $5. Actuellement, on nous le vend à $8 et nous le revendons à $10 américains. Un kilo de cuisses de poulet est à 6 000 francs congolais et le carton est à $20 américains. Le cartilage est à 12 000 francs congolais le kilo et le carton est à $50 américains. Cartilage déjà un mot kilo ça va 12 000 francs. Carton ça va $50. Ça vient ma viande. En dehors des vivres frais, les cossettes de manioc, le seau qui coûtait 15 000 francs revient à 18 000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg coûte 51 000 francs. Celui de la semoule est vendu à 50 000 francs. Un sachet de sucre de 5 kg est à 12 800 francs congolais. Il était à 11 000 francs. Une mesurette de maïs est à 3 000 francs. Le sac coûte 240 000 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 25 litres revient à 120 000 francs congolais. Celui de 20 litres coûte 96 000 francs. Celui de 15 litres revient à 75 000 francs. Celui de 10 litres est à 49 500 francs. Et celui de 5 litres coûte 31 000 francs congolais. Un bidon d'huile de palme de 5 litres coûte 17 000 francs congolais. Une mesurette d'haricots appelée loufou est à 3 000 francs et celle de goma est à 3 500 francs congolais. Une mesurette d'haricots blancs coûte 2 700 francs congolais. Une botte des feuilles de manioc est vendue à partir de 2 000 francs. Celle des épinards coûte 1 500 francs congolais. Celle d'oseille est à 500 francs et celle des amarantes se vend à partir de 1 500 francs congolais. Un plateau d'œufs coûte 15 000 francs. Un œuf revient à 500 francs congolais. Un filet d'oignon est à 35 000 francs congolais. La pièce se vend à partir de 200 francs congolais. Une chikwang bateke coûte 500 ou 1000 francs congolais. C'est selon la grandeur. Un tas de safou coûte 1 500 ou 2 000 francs congolais. Une pastèque se vend à partir de 2 000 francs. Un ananas se vend aussi à partir de 2 000 francs congolais. Un pain se vend à partir de 200 francs congolais. Merci Birama Tonda, on se retrouve la semaine prochaine avec toutes vos rubriques. Alors, Monsieur Jeune Palouko, on amorce l'atterrissage. Rapidement, quelques questions avant de nous quitter. L'état de siège est en cours au Nord Kivu. L'état des sièges, il est positif. Bon, je suis membre du gouvernement, je dois rester solidaire à toutes les décisions qui sont prises au niveau du gouvernement. Néanmoins, j'ai participé à toutes les évaluations avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, que ce soit à Bunia, que ce soit au Nord Kivu, où tout naturellement, les gens se sont prononcés sur l'état de siège pour demander sa requalification et réorienter les actions militaires sur les véritables cibles. Le rapport a été donné à qui des droits et le président de la République il va organiser une table ronde pour effectivement consulter les populations. Les routes au Nord Kivu, elles posent problème. Oui, bon, mais l'environnement qui a fait l'objet de cette émission ne permet pas l'éclosion d'une activité économique intense. Mais quand vous arrivez à Goma, je crois que vous pouvez vous rendre compte que nous avons quand même essayé de construire une voirie dans la ville, mais également nous avons ouvert la route Goma-Beni, c'est 350 km. C'est une route en terre, ça ne se fait pas sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Il nous restait effectivement la route Goma-Masisi-Walikale pour déboucher sur la province de la Chopo. C'est celle-là qui devait être réhabilitée, mais ça traîne encore. Donc je pense qu'il y a quand même des projets. Si la guerre prend fin, le Nord Kivu peut être l'un des modèles économiques qui peut inspirer d'autres provinces à travers les structures que nous avions laissées, les structures de gestion. C'est ainsi que même après nous, on sent que les choses continuent
parce que nous avons laissé des fondamentaux. Comment expliquer le nombre important de millionnaires au Nord Kivu? Il faut arriver au Nord Kivu pour comprendre que c'est une population dynamique. Au Nord Kivu, on développe des mécanismes d'autogestion, des mécanismes de satisfaction de ses besoins par le travail. Au Nord Kivu, c'est des gens qui se recherchent chaque jour, chaque personne s'imagine. C'est ainsi, par exemple, qu'au Nord Kivu, avant le mariage, on pose la question aux garçons. Est-ce que tu as une maison? Est-ce que tu as un champ? Parce que tu veux t'engager. Ou est-ce que tu as une boutique? Parce que tu veux t'engager. Et chacun, lorsqu'il veut chercher un conjoint, il doit d'abord se rassurer qu'il a une maison, qu'il a un champ, qu'il a une boutique. Et c'est ce qui motive le travail qu'il doit faire. C'est une culture ancrée dans la mentalité des gens du Nord. C'est le travail. Quand vous trouvez quelqu'un de la partie Est, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, c'est le travail. Ça ne date pas de la guerre pour dire que la prospérité économique est l'effet de la guerre. Non. Avant 94, la prospérité était et au sud, et au nord, et dans l'ex-province orientale. Je rappelle que notre invité, c'était Monsieur Julien Paluku, notable du Nord Kivu, ancien gouverneur. Merci Monsieur Julien Paluku d'avoir répondu à nos questions. Nous espérons que vous pourriez être disponible pour d'autres sujets, toujours en rapport avec l'économie de la province du Nord Kivu ou même de la RDC. Vous êtes aussi ministre de l'Industrie. Merci surtout d'avoir répondu à cette invitation Jeudi Économie. Merci. Merci à Miguel Ménel, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook. Émission Jeudi Économie avec Eric Ombago. À très bientôt. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours des matières premières. La tonne du cuivre a connu une légère hausse. Elle coûte 8 931,10 $ américains contre 8 864,15 $ américains la semaine passée. Le coût de la tonne du cobalt n'a pas bougé, Eric. Elle est encore vendue cette semaine à partir de 38 480 $ américains. L'once d'or est vendue à partir de 1836,36 $ américains contre 1877,28 $ américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à 78,69 $ américains contre 78,34 $ américains la semaine passée. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 2659 $ américains contre 2581 $ américains la semaine dernière. Merci Bérou Matanda. On vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. C'est une province riche, avec un potentiel important. Une province, malheureusement, en proie à la guerre. Alors, quelles sont les incidences de cette violence, de cette guerre à l'Est sur l'économie congolaise? J'ai bien parlé de la province du Nord Kivu. On en parle avec un notable de la province. Il a dirigé pendant 12 ans cette province. Monsieur Julien Paluku, bonjour. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Pourquoi la province du Nord Kivu, potentiellement riche, peine à décoller et à faire décoller la République démocratique du Congo, surtout sur le plan économique? Oui, c'est une grande question et une grande problématique qui nécessite vraiment beaucoup de temps pour l'expliquer, mais je vais tout simplement dire que je ne peux pas expliquer les retards de développement d'une province si je ne l'inscris pas dans la dynamique globale du retard de développement du pays, la RDC. Vous savez, il y a deux éléments principaux qui peuvent retarder le développement d'un État. Un, c'est la gouvernance. Deux, ce sont les guerres. Et pour le cas du Nord Kivu et de la RDC, c'est un pays en guerre depuis en fait 1994. Ça fait pratiquement 29 ans que le pays est en guerre depuis la traversée de plus de 2 millions de réfugiés rwandais sur le sol congolais. Et toutes les études ont démontré que des 34 pays les plus pauvres du monde, 20 pays